Je vais vous le faire d'abord simple, et puis après on va rentrer dans les détails. En fait, avec la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, on va, entre guillemets, transformer les charges fixes en charges variables. Et oui, le problème, quel est-il? Les charges fixes, elles ne sont pas proportionnelles à l'activité. Donc, quand je calcule un coût de revient et qu'il y a des charges fixes dedans, le coût de revient par produit va dépendre de deux choses, le montant des charges fixes et du nombre de produits que j'ai fabriqués. Moins j'ai fabriqué de produits, puisque les charges fixes par définition sont identiques, constantes, il y en aura beaucoup. Si je fabrique beaucoup de produits, les charges fixes diminueront par produit. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui veut dire que vous imaginez encore une fois, parce qu'il faut bien comprendre à quoi ça sert. Si chaque mois vous voyez varier, je veux dire, comment vous allez faire pour déterminer un prix? Ça va vous poser un problème. Un prix de vente, j'entends. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites, par exemple, vous calculez, on va le voir, hein, c'est ça l'idée, j'arrive au mois de janvier, j'ai un coût de revient unitaire, peu importe, hein, on va dire qu'il est de 100, donc je dis, je vais prendre une marge de 20%, ça me va bien, donc je vais le vendre 120, vous me suivez? Vous faites les calculs au mois de février, vous arrivez à 140 € par produit. Vous faites vos calculs au mois de mars, vous arrivez à 80 € par produit. Ce qui peut arriver par... vous comprenez vous imaginez le souci que ça pose pour vos services commerciaux, à savoir déterminer un prix de vente. On est d'accord. Je lis dans les yeux de certains, me t'embête pas, ça sert à rien tout ça. Tu prends la marge maximum, tu prends du gras, comme ça, il n'y a aucun problème, ça peut... Non, ça marche pas, ça. Ça ne marche, et je vous rassure, il y en a qui le font, bien entendu, que lorsque vous n'avez pas de concurrence. Là, vous faites ce que vous voulez. Mais sur un marché concurrentiel, vous ne pourrez pas faire ça, bien entendu. D'accord? Donc, encore une fois, avec cette méthode-là, pour éviter la modification des coûts de revient trop importants d'une période à l'autre, on va transformer les charges fixes en charges variables, entre guillemets. Donc, cette méthode va permettre d'éliminer, si vous voulez, les variations de coûts dues à des variations de quantité. Donc ça va nous donner, si vous voulez, une sorte de standard. Autrement dit, avec cette méthode, les charges fixes unitaires vont être les mêmes par produit d'une période à l'autre. D'accord? Ce qui, du coup, ne représentera pas effectivement la vérité, bien sûr, puisque ça ne sera pas les vraies charges fixes qui seront imputées à l'intérieur, mais ça ne sera pas modifié en fonction des quantités. Alors, quel est l'avantage de cette méthode par rapport aux autres? Eh bien, l'avantage énorme de cette méthode par rapport aux autres, c'est que dans le coût de revient, donc rationnel, que nous allons calculer, à l'intérieur, il y aura bien entendu les charges variables, les charges fixes directes et les charges fixes indirectes. Entre parenthèses, vous voyez que là, dans notre coût de revient, on va bien avoir l'intégralité des charges. Entendez bien ce que je veux dire pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ça ne représentera pas exactement la vérité parce que les charges fixes seront imputées rationnellement et on verra que ça sera peut-être un peu plus que la réalité ou un peu moins que la réalité, mais au moins dans le coût que j'aurai à intégrer toutes les charges, les variables et les fixes. Avec la méthode, et ça va m'aider, bien sûr, cette fois-ci, à déterminer un prix de vente, puisqu'à l'intérieur, j'aurai tous les éléments. D'accord? Alors, la mise en place de la méthode. La première chose, il faut ce qu'on appelle calculer le coefficient d'imputation des charges fixes. En abrégé, le CIR, le coefficient d'imputation rationnel, CIR, coefficient d'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, les généralités, d'accord, ok. Donc, rappelez-vous que pour imputer un centre indirect, et c'est bien les termes, le vocabulaire que nous avons employé jusqu'à présent, vous vous souvenez, on affecte une charge directe, on impute une charge indirecte. Donc, jusqu'à présent, pour imputer un centre indirect, rappelez-vous, on utilisait des unités d'œuvre. D'accord? Donc, on déterminait, entre guillemets, arbitrairement des unités d'œuvre par centre, on calculait le nombre d'unités d'œuvre, et ensuite on calculait le coût d'unité d'œuvre. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le principe au départ est le même, bien entendu. Eh bien pour chaque centre d'analyse, d'accord, centre indirect, autrement dit, on va définir une activité dite normale, d'accord. Autrement dit, on va définir
par centre un nombre d'unités d'œuvre que l'on va considérer comme étant normal. Et ensuite, les charges fixes. Alors, les charges fixes. Alors, écoutez bien, les charges fixes directes et indirectes, mais le plus souvent, c'est indirect, je vous expliquerai, on en reparlera tout à l'heure, mais les charges fixes directes et indirectes, autrement dit, toutes les charges fixes seront imputées proportionnellement à ce coefficient d'imputation rationnelle des charges fixes. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Au départ, vous allez voir, j'ai mes charges fixes que j'ai sorties, comme d'habitude, je veux dire, il n'y a pas de souci, d'accord ? Il y aura bien des charges fixes par centre, par exemple, vous me suivez, d'accord ? Eh bien, les charges fixes par centre seront imputées aux différents produits proportionnellement à un coefficient d'imputation rationnelle. Et comment on calcule ce coefficient d'imputation rationnelle ? C'est l'activité réelle sur l'activité normale. D'accord ? Alors tout le monde vous dit ça dans tous les ouvrages, et tout le monde s'arrête là. On va un petit peu plus loin. Donc AR sur AN, ça on s'en fout, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire surtout ? Activité réelle sur activité normale. Ça veut dire nombre d'unités d'œuvre réelles du centre sur nombre d'unités d'œuvre normales du centre. D'accord ? Vous me suivez ? C'est pour ça qu'il faut définir un nombre d'unités d'œuvre normales. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Que sauf cas particulier qui existe en particulier dans le cadre des examens, si j'ose dire, eh bien, tous les centres indirects, donc, auront un coefficient d'imputation rationnelle, non seulement ils en auront tous un, sauf dans le cas des examens, on verra tout à l'heure, et sauf dans le cas des examens, il sera différent de 1, parce que l'activité réelle n'est pas souvent la même que l'activité normale, bien entendu. Maintenant, comme on le verra dans le cas d'un examen, on peut vous faire travailler avec les différentes hypothèses. Alors, ça vous paraît un petit peu compliqué comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord prendre un exemple très simple sur un seul centre indirect. Vous allez voir, on va le suivre pendant plusieurs périodes. Imaginons une entreprise dont le centre indirect atelier de fabrication est comme nature d'unité d'œuvre les heures machines. D'accord ? On a un centre, on est d'accord, atelier, la nature de l'unité d'œuvre, on a dit que c'était les heures machines. Très bien. Pour le mois de janvier, on trouve ça. Alors ça, imaginez, c'est la méthode des coûts complets classique, sauf qu'on a été un petit peu plus loin. On a quand même fait comme avec la méthode des coûts variables, vous allez voir, on a séparé la partie variable de la partie fixe de chaque centre. D'accord ? Donc imaginons l'atelier de fabrication, il y a des charges variables, il y a des charges fixes. Le montant des charges variables, 800 000, 200 000, vous voyez. Nature des unités d'œuvre, c'est les heures machines. Imaginons qu'il y ait eu 800 heures machines sur le mois de janvier. Donc, le coût total d'unité d'œuvre, c'est le coût total du centre. 1 million, 800 000 plus 200 000, divisé par 800, ça fait 1 250 €. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ça veut dire ça en français comme d'habitude, il n'y a rien d'extraordinaire. À chaque fois qu'il y a eu une heure machine dans cet atelier, que ce soit pour faire des produits P1, P2, P3, tout ce que vous voulez, ça a coûté 1 250 € l'heure machine par produit. C'est ce que ça veut dire. Vous remarquez que puisqu'au départ on a séparé les charges du centre en charges variables et en charges fixes, je peux donc calculer le coût d'unité d'œuvre en séparant la partie variable de la partie fixe. D'accord ? 1 250, c'est le coût total en coût complet de la nature d'unité d'œuvre. 1 million divisé par 800, 1250. Pour la partie variable, je prends les charges variables divisées par le nombre d'unités d'œuvre, c'est-à-dire 800. 800 000 divisé par 800, ça fait bien 1000. Et pour la partie fixe, ça fait 200 000 divisé par 800, ça fait 250. On est d'accord ? Vous voyez, ça, c'est, imaginons, le départ. Très bien. Ça, c'était pour le mois de janvier. Imaginons maintenant que pour le mois de février, le nombre d'unités d'œuvre réelles soit de 1050. Vous entendez bien ? 1050. Autrement dit, le nombre d'heures machines soit passé à 1050, alors que je vous rappelle que tout à l'heure, il était de 800. Imaginons, toujours, qu'on ait défini, je l'ai fait exprès à titre pédagogique, que l'activité normale du centre, vous entendez bien, ait été définie à hauteur de 800. C'est-à-dire imaginons qu'on considère que l'activité normale du centre, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre normales du centre, ce soit 800 heures machine. D'accord ? Imaginons
que les charges variables du mois de février aient été de 1 50 000 et que les charges fixes totales du mois de février aient été de 200 000. D'accord ? J'espère que vous comprenez intuitivement également que la norme concernant l'activité, ça concerne évidemment le nombre d'unités d'œuvre, puisque l'activité, ça mesure le centre, d'accord ? Et le centre se mesure avec des unités d'œuvre, d'accord ? Eh bien, regardons ce que ça deviendrait si on appliquait l'imputation rationnelle des charges fixes. Qu'est-ce qu'on a dit ? Première étape, on doit calculer le coefficient d'imputation rationnelle. Ce coefficient d'imputation rationnelle, il est égal à l'activité réelle sur l'activité normale, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre réelles sur le nombre d'unités d'œuvre normales. Je le fais ici, activité réelle pour le mois de février, 1050. Activité normale, à titre pédagogique, j'ai considéré que c'était 800 heures, vous me suivez ? D'accord ? Donc, le coefficient d'imputation rationnelle, c'est 1050 sur 800, ça fait 1,3125. Alors, m'embêtez pas pour savoir est-ce qu'on doit mettre 3 chiffres après la virgule, 2 chiffres, 4 chiffres, etc. Si ça tombe juste à 1,3125, vous mettez 1,3125. Souvent dans les énoncés, d'ailleurs, ils vous donneront une règle d'arrondi, parce que évidemment, c'est pas obligé que ça tombe juste. Hein. On est d'accord. Ok ? Donc là, un peu de bon sens, hein, bien sûr. Alors regardez bien maintenant. Ça, c'est, on a dit, première étape, on cherche le coefficient. Après, on sépare nos charges variables, nos charges fixes. Regardez bien. Les charges réelles variables du mois de février, c'est bien 1 50 000, on est bien d'accord. Les charges fixes réelles du mois de février, c'est bien 200 000, on est bien d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais imputer rationnellement avec la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes? Dans les calculs de coûts, je vais prendre mes charges variables telles qu'elles sont, 1 50 000, mais regardez bien les charges fixes, je vais les imputer proportionnellement au coefficient d'imputation rationnelle que j'ai calculé. Donc ça veut dire qu'avec la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, dans mes calculs, je ne vais pas utiliser les 200 000 de charges fixes réelles qui existent, mais, vous voyez, 200 000 multiplié par 1,3125, c'est-à-dire multiplié par ce coefficient d'imputation rationnelle. Ça veut donc dire que je vais intégrer dans mes calculs non pas 200 000 de charges fixes, comme il y en a réellement, mais 262 500. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi ça sert? Laissez-moi encore quelques petites secondes, monsieur le bourreau. Maintenant, je regarde, comme d'habitude, la nature des unités d'œuvre. C'est les heures machines, je n'ai pas changé d'un mois à l'autre. Le nombre d'unités d'œuvre, c'est le nombre d'unités d'œuvre réelles du mois de février. 1050, on a dit. Vous êtes d'accord? Regardez bien le coût d'unité d'œuvre rationnelle. Le coût d'unité d'œuvre rationnelle, c'est le coût total du centre divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Est-ce que vous me suivez? Je fais ce que je dis ce que je fais. Le coût du centre rationnel, c'est la partie variable plus la partie fixe. La partie variable, 1 50 000, plus la partie fixe rationnelle, 262 500, divisé par le nombre d'unités d'œuvre, 1050, le nombre d'unités d'œuvre réelles. Regardez combien ça fait. 1 250 €. Devant vos yeux ébahis, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Que grâce à l'imputation rationnelle des charges fixes, j'ai annihilé, supprimé la variation de coût à cause des variations de quantité. Puisque je trouve bien le même coût d'unité d'œuvre, que ce soit avec un nombre d'unités d'œuvre qui était de 800, ou un coût d'unité d'œuvre, excusez-moi, qui est de 1050. Conséquence, regardez bien avec cette méthode-là, je regarde le coût d'unité d'œuvre variable, rationnelle, 1 50 000 divisé par 1050, ça fait bien 1000, et du côté fixe, 262 500 divisé par 1050, ça fait bien 250. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Je suis pas sûr. Nous voyons, comme conséquence, qu'avec la méthode de l'imputation rationnelle, le coût de l'unité d'œuvre totale n'a pas été modifié d'une période à l'autre. Le coût total de l'unité d'œuvre est resté à 1250, le coût variable est resté à 1000 et le coût fixe est resté à 250. Autrement dit, encore une fois, on a bien annulé, supprimé l'effet de la variation du niveau d'activité. Ça veut dire aussi que les coûts variables unitaires n'ont pas augmenté d'une période à l'autre, entre parenthèses. Allô? S'il y a 1000 € par unité d'œuvre, ça veut dire aussi que je m'aperçois, entre parenthèses, que les coûts variables dans cet exemple pédagogique n'ont pas varié d'une période à l'autre. Regardez bien pourquoi j'insiste. On va jusqu'au bout pour que vous compreniez bien.
Examinons ce qui se serait passé pour le mois de février si nous avions calculé les coûts d'unité d'œuvre classiquement en coût complet. Regardez bien ce que ça aurait donné. Le coût d'unité d'œuvre complet, ça aurait été quoi? La partie variable, 1250, 1 million, le coût total, excusez-moi, 1 250 000 €, c'est-à-dire, on est bien d'accord, les 1,50 million de variables plus les 200 000 de charges fixes, vous êtes d'accord, divisé par 1050, c'est-à-dire le nombre d'unités d'œuvre qu'il y a réellement. On aurait trouvé un coût d'unité d'œuvre de 1190,4762. Regardez bien l'incidence que ça a. Donc, s'il faut, par exemple, 4 unités d'œuvre pour fabriquer un produit, en coût complet, on va trouver un coût de production de 1190,4762 fois 4. Ça fait 4761,90. Par contre, si je prends mon coût d'imputation rationnelle, je vais dire 1250 fois 4. J'arrive à 5000. Est-ce que vous commencez à vous rendre compte concrètement, réellement, de l'incidence que ça a? D'accord? Imaginez que vous preniez 10% de marge, d'accord? Alors que vous êtes en coût complet, vous commencez à me suivre, d'accord? Si vous arrivez en coût de production, avec l'imputation rationnelle, quasiment le coût de production va être supérieur au prix de vente que vous aviez calculé le mois d'avant. Ça va? Vous voyez les soucis que ça pose? D'accord? Donc, on voit bien que ce n'est plus la même chose et qu'il y aurait un problème pour déterminer le prix de vente à partir du coût complet, bien entendu. Mais ce n'est pas suffisant. J'enfonce encore le clou, que vous comprenez bien tous les cas de figure. On va continuer l'exemple, mais cette fois-ci, on va se prendre pour le mois de mars, vous êtes d'accord? La même entreprise, etc. Mais cette fois-ci, on va dire que, imaginons que le nombre d'unités d'œuvre réelles soit de 780, d'accord? Mais que le nombre d'unités d'œuvre dit normal soit toujours de 800. Les charges variables totales, imaginons qu'elles soient pour le mois de mars de 791 700 et que les charges fixes soient restées à 200 000, ce qui n'est pas étonnant puisque ce sont des charges fixes. D'accord? Ok. Qu'est-ce que ça donnerait dans le tableau d'imputation rationnelle des charges fixes? Exactement. Toujours le même principe. Activité réelle 780, activité normale 800. Le coefficient d'imputation rationnelle AR sur AN, ça fait 0,975. Vous êtes d'accord? Mais regardez, charges variables, charges fixes, les charges réelles, les variables, on me dit 791, 700, les charges fixes 200. Qu'est-ce que je vais imputer dans mes coûts? Les charges imputées rationnellement, c'est les charges variables telles qu'elles sont, 791, 700, et les charges fixes, je vais les imputer rationnellement, proportionnellement au coefficient d'imputation rationnelle. Donc, 200 000 fois 0,975, ce qui fait 195 000. On est d'accord? Le même principe que tout à l'heure. Conséquence, la nature des unités d'œuvre, bien sûr, n'a pas changé, toujours légère machine. Le nombre d'unités d'œuvre réelles, 780, ok. Maintenant, calculons le coût d'unité d'œuvre rationnelle. Bien, regardez ce qui se passe. 791, 700 plus 195, c'est-à-dire la partie variable plus la partie fixe, vous me suivez, divisé par 780, ça fait 1265. Là, je vois des airs de triomphe dans les autres certains, en disant, vous voyez que vous dites n'importe quoi, vous voyez que ça ne reste pas pareil. Vous êtes sûr, vraiment? Regardons. Donc, ça veut dire que le coût d'unité d'œuvre, cette fois-ci, il a bougé, contrairement à tout à l'heure. Mais si je sépare la partie variable de la partie fixe des coûts d'unité d'œuvre, qu'est-ce que je vois? Pour la partie variable, 791 700 divisé par 780, ça fait 1015. Par contre, et je fais la même chose pour la partie fixe, 195 000, les charges fixes rationnelles, divisé par 780, ça fait 250. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça s'appelle bien la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc les charges fixes par unité d'œuvre, ici par heure machine, avec cette méthode-là, quel que soit le nombre d'heures machine, par heure, c'est bien toujours 250. Vous allez me dire, oui, mais les charges variables ici, en unité, ont bougé. Ben oui, ça m'intéresse parce que là, je comprends pourquoi ça a bougé d'une période à l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on s'aperçoit avec cette méthode que, bien sûr, la partie variable des charges fixes, des charges indirectes, a bougé. Autrement dit, on voit qu'avec la méthode d'imputation rationnelle, le coût total a été modifié entre février et mars. Il est passé de 1265, le coût total de l'unité d'œuvre est passé à 1265, alors que tout à l'heure, il était à 1250, et le coût variable de l'unité d'œuvre est passé à 1015. Par contre, comme vous le voyez, le coût fixe de l'unité d'œuvre est resté à
250. Donc, on voit qu'avec cette méthode, donc de l'imputation rationnelle des charges fixes, si les coûts ont été modifiés d'une période à l'autre, ce n'est pas à cause des charges fixes. J'ai bien annihilé les variations de coûts dues aux variations du niveau d'activité. Donc si ça a varié, je sais que c'est de la faute, entre guillemets, des charges variables. Mécaniquement, c'est forcément des charges variables. D'accord ? Donc, pour le mois de mars, on s'aperçoit que le montant des charges variables incluses dans le coût de l'unité d'œuvre a augmenté de 15 €. 1015 moins 1000, bien entendu. Donc, évidemment, du coup, vous pouvez, comme vous comprenez pourquoi le coût a varié, parce qu'imaginez, bien sûr, il faut comparer, pour bien comprendre tout, il faut bien comparer avec ce qui se passerait si vous l'aviez fait en coût complet. Si vous l'aviez fait en coût complet, vous auriez vu que le coût aurait varié, mais vous n'auriez pas compris. Vous n'auriez pas eu devant les yeux pourquoi ça a bougé. D'accord ? Donc ici, d'un point de vue de gestion, évidemment c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir amener une action corrective. Pourquoi ? Chercher à comprendre pourquoi les charges variables unitaires ont augmenté, bien entendu. Alors, certains d'entre vous pourraient me dire, mais vous êtes gentils, mais si on avait fait que la méthode des coûts variables, on se serait rendu compte que le coût variable de l'unité d'œuvre était passé de 2000 à 1015. Je suis d'accord, oui, c'est vrai. Le problème, c'est que ça ne changeait pas notre problème principal, nous aider à déterminer un prix de vente, puisqu'on n'aurait que la partie variable. Qu'est-ce qui se passerait pour la partie fixe ? Vous comprenez ? Entendez bien. La partie variable, quand on travaille avec les coûts variables, c'est très intéressant en gestion parce que ça nous permet de déterminer des éléments qu'on ne peut pas faire avec la méthode des coûts complets. Le seuil de rentabilité, sa date d'atteinte en quantité, tout ça, c'est la marge de sécurité, tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. Et parmi les problèmes qu'on souhaiterait régler, c'est de nous aider à déterminer un prix de vente en partant d'un coût de revient. Or, avec la méthode des coûts complets, quand les coûts, encore une fois, vous voyez qu'ils varient d'une période à l'autre, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne voyez pas pourquoi. Là, vous commencez à comprendre qu'on commence à voir qu'il y a une partie variable, mais il y a aussi éventuellement la partie fixe.